Puissants livres oubliés, a le plaisir de vous présenter le résumé de L'homme qui désirait la richesse de William Atkinson. Introduction. Et si la richesse n'était pas ce que vous croyez? Dans un monde qui mesure souvent la réussite à la taille d'un compte en banque, à l'éclat des possessions matérielles ou à la puissance accumulée, il est facile de se laisser emporter par une quête effrénée de l'extérieur. On nous enseigne à courir après la richesse, à l'acquérir par la force du travail acharné, la ruse des affaires ou la chance du hasard. Mais, et si la véritable richesse, celle qui demeure et qui nourrit l'âme, résidait ailleurs? Et si elle n'était pas une destination à atteindre, mais un état d'être à cultiver? C'est précisément la question que nous pose un maître de la pensée spirituelle et de la philosophie pratique, William Walker Atkinson. Dans son ouvrage profond et trop souvent oublié, L'homme qui désirait la richesse. Publié au début du XXe siècle, à une époque de profondes transformations industrielles et sociales, Atkinson, un pionnier prolifique du mouvement de la nouvelle pensée, nous offre une perspective radicalement différente sur l'abondance. Loin des méthodes modernes qui promettent des fortunes rapides ou des stratégies purement matérialistes, Atkinson nous invite à une approche plus mystique et intérieure de la réussite. Pour lui, la richesse n'est pas d'abord une somme d'argent, mais un état intérieur, une disposition de l'âme et de l'esprit qui précède et attire la manifestation matérielle. C'est une sagesse qui résonne avec une force particulière aujourd'hui, à l'heure où, malgré une surabondance matérielle pour certains, la quête de sens et d'équilibre n'a jamais été aussi pressante. Ce livre est une pépite oubliée qui a le pouvoir de changer notre manière même de concevoir l'existence. Atkinson nous y révèle que la véritable opulence ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est et dans la manière dont on aligne son être intérieur avec les lois universelles de la création. Il nous introduit à l'idée révolutionnaire du désir pur, non pas comme une convoitise égoïste, mais comme une énergie créatrice divine, une flamme sacrée qui, lorsqu'elle est correctement comprise et dirigée, a le pouvoir d'attirer à nous ce que notre âme aspire véritablement. Ce désir n'est pas une faiblesse, mais une force, un appel de l'âme à manifester sa plénitude. Pourquoi ce livre, écrit il y a plus d'un siècle, est-il encore d'une importance capitale pour nous, aujourd'hui en 2025? Parce qu'il nous ramène à l'essentiel. Il nous détourne du bruit incessant des « comment faire » superficiels pour nous guider vers le « comment être ». Il nous enseigne que la véritable abondance est une résonance, une vibration que nous émettons lorsque nous sommes en harmonie avec les lois cosmiques. C'est une leçon d'autonomie et de pouvoir personnel, nous rappelant que la source de toute richesse est d'abord en nous, et non pas à l'extérieur. L'objectif de cette vidéo est d'éclairer l'homme ou la femme en quête de richesse vraie. Nous allons plonger dans les profondeurs de la pensée d'Atkinson pour décortiquer les principes universels qui régissent l'attraction de l'abondance. Préparez-vous à reconsidérer vos propres désirs, à explorer le pouvoir créateur de votre esprit et à comprendre comment l'équilibre intérieur est la monnaie la plus précieuse. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur. Ce que vous vous apprêtez à entendre peut devenir un tournant discret mais décisif dans votre parcours intérieur. Et si ce type de savoir oublié vous touche, si cette lumière rare résonne en vous, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, nous voyageons ensemble à travers les livres puissants que le monde a oubliés, mais qui n'ont rien perdu de leur force. Leçon 1. Le vrai visage du désir. Dans la quête éternelle de la richesse et de l'abondance, la première impulsion est souvent de penser aux stratégies, aux investissements, aux actions concrètes. Pourtant, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous invite à un retour aux sources, à une introspection fondamentale sur ce qui précède toute manifestation matérielle, le désir. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel désir. Atkinson nous plonge dans une distinction essentielle entre la convoitise superficielle et le désir pur, cette flamme divine qui est la véritable force créatrice derrière toute richesse durable. Le désir est souvent mal compris, voire stigmatisé dans de nombreuses philosophies ou cultures. On l'associe à l'égoïsme, à l'avidité, à une faim insatiable qui mène au malheur. Mais pour Atkinson, cette vision est une distorsion de sa vraie nature. Le désir, dans son essence la plus pure, est l'expression de l'esprit universel à travers l'individu.
C'est une étincelle de la force créatrice cosmique qui cherche à se manifester. Quand nous désirons sincèrement quelque chose, ce n'est pas une simple envie capricieuse, mais un élan profond de notre être. Une aspiration de notre âme qui cherche à s'aligner avec une potentialité existante dans l'univers. Pour comprendre cette flamme divine, il faut la différencier clairement du désir égoïste. Le désir égoïste est souvent teinté de manque, de peur ou de la volonté de dominer autrui. C'est le désir de posséder pour prouver sa valeur, de surpasser les autres ou de compenser une insécurité interne. Il est enraciné dans une conscience de limitation. Ce type de désir, bien qu'il puisse parfois aboutir à une forme de richesse matérielle, est instable, insatisfaisant et souvent destructeur, tant pour l'individu que pour son entourage. Imaginez quelqu'un qui désire la richesse pour humilier ses anciens détracteurs. Même s'il accumule des biens, son cœur restera potentiellement rongé par l'amertume et l'insatisfaction. Ce n'est pas la richesse au sens d'Atkinson. Le désir sacré, en revanche, est purifié de ses impuretés. Il émane d'un lieu d'authenticité et d'alignement avec un bien supérieur. Ce n'est pas un désir de prendre, mais de créer, de contribuer, de vivre pleinement. Il est souvent lié à la croissance personnelle, au service aux autres, à l'expression de son potentiel unique. Par exemple, le désir d'un entrepreneur de créer une entreprise prospère non seulement pour son propre gain, mais aussi pour offrir un produit ou un service utile, créer des emplois et innover dans son domaine. Ce type de désir est une force d'attraction magnétique, car il résonne avec les lois de l'univers qui tendent vers l'expansion et l'harmonie. Atkinson nous enseigne que le désir pur est une forme d'énergie en mouvement. Il n'est pas statique, il est actif, vibrant et cherche à se matérialiser. Pour que cette énergie soit efficace, elle doit être claire, intense et persistante. Un désir vague ou intermittent est comme une bougie qui vacille dans le vent. Elle ne peut pas allumer un grand feu. Mais un désir brûlant et inébranlable est comme un laser, capable de percer les obstacles et de focaliser toutes les forces de l'être vers son accomplissement. L'auteur affirme que l'homme devient ce qu'il désire ardemment. C'est une idée révolutionnaire qui place le pouvoir créateur non pas dans des circonstances extérieures, mais dans l'individu lui-même. Nos désirs les plus profonds ne sont pas de simples souhaits, ils sont des modèles vibratoires que nous émettons dans l'univers. Si nous désirons ardemment la pauvreté, par la peur de manquer, l'anticipation constante du pire, nous attirerons la pauvreté. Si nous désirons ardemment l'échec, par le doute, le manque de confiance, nous le manifesterons. Inversement, si nous désirons ardemment la richesse, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'expression, de liberté et de contribution, alors nous commençons à nous aligner avec cette réalité. C'est là que réside la grande responsabilité de l'individu. Nous ne sommes pas de simples récepteurs passifs de notre destin. Nous sommes des co-créateurs par la puissance de nos désirs. Atkinson nous exhorte à examiner attentivement nos désirs les plus profonds. Sont-ils enracinés dans la peur ou dans l'amour? Sont-ils tournés vers l'acquisition compulsive ou vers l'expression de notre potentiel divin? Cette distinction est fondamentale, car seul le désir pur et bienveillant possède la force magnétique de créer une richesse durable et véritablement satisfaisante. Pour développer ce désir pur, Atkinson suggère une pratique de l'introspection et de la purification. Il s'agit de se débarrasser des couches de doute, de peur et de pensées limitantes qui obscurcissent notre véritable aspiration. Cela peut impliquer de la méditation, de la réflexion profonde, ou simplement de passer du temps dans le calme pour écouter la voix de son intuition. Quelle est la richesse qui vous semble juste, alignée avec qui vous êtes et ce que vous voulez apporter au monde? Est-ce la liberté de temps, la capacité de financer un projet humanitaire, la possibilité de créer des œuvres d'art sans contrainte? La clarté de cette vision est essentielle. Le désir pur n'est pas non plus une simple rêverie passive. Il doit être chargé d'une intensité émotionnelle. Atkinson comprend que l'émotion est le carburant du désir. Ce n'est pas suffisant de vouloir quelque chose intellectuellement, il faut le ressentir profondément, le désirer avec une ferveur qui mobilise tout l'être. Ressentir la joie de la richesse avant qu'elle ne se manifeste, l'enthousiasme de la contribution, la satisfaction de l'accomplissement. C'est cette vibration émotionnelle qui amplifie le signal que nous envoyons à l'univers. Dans notre monde actuel,
Envahi par les messages de consommation rapide et de gratification instantanée, l'idée du désir pur d'Atkinson est un rappel puissant de la valeur de l'intention profonde. Plutôt que de désirer le dernier gadget ou le statut social éphémère, il nous invite à désirer la richesse qui nourrit notre âme, qui nous permet de vivre selon nos valeurs les plus élevées. Un jeune entrepreneur au Sénégal, désireux d'apporter une solution d'énergie renouvelable à sa communauté, ne poursuit pas seulement un profit. Il est animé par un désir pur de contribuer au bien-être de son peuple. Et c'est cette pureté d'intention qui donnera une force incroyable à son entreprise et attirera les ressources nécessaires. Finalement, la compréhension du vrai visage du désir est le premier pas crucial sur le chemin de la richesse selon Atkinson. C'est un appel à l'authenticité, à l'intégrité de nos aspirations. En cultivant un désir qui est une flamme divine, non une convoitise stérile, et en comprenant que nous devenons littéralement ce que nous désirons ardemment, nous posons la première et la plus importante pierre angulaire de notre édifice d'abondance. Ce désir n'est pas une faiblesse à réprimer, mais la source primordiale de notre puissance créatrice, attendant d'être reconnue, honorée et dirigée vers la manifestation. Leçon 2. L'esprit est une graine de richesse. Après avoir compris que le désir, dans sa forme la plus pure, est la flamme divine qui initie toute création, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous conduit au laboratoire même de cette manifestation, l'esprit. Pour lui, l'esprit n'est pas un simple réceptacle de pensées passagères. C'est un champ fertile, une puissance créatrice sans limite, une graine de richesse dont le potentiel dépasse notre imagination la plus audacieuse. La richesse matérielle, spirituelle ou intellectuelle, tout commence dans cette sphère invisible de la pensée. Atkinson énonce un principe fondamental. Le rôle de la pensée dans la création est absolument primordial. Il ne s'agit pas de croire que la pensée seule, sans action, va faire apparaître la richesse. Non, c'est bien plus profond. La pensée est le moule invisible, le plan architectural, l'impulsion énergétique qui précède et façonne toute manifestation physique. Chaque objet que vous voyez autour de vous, chaque invention qui a changé le monde, chaque entreprise prospère, a d'abord existé sous forme de pensée, d'idées, de concepts dans l'esprit de quelqu'un. L'esprit est le point de départ, l'origine de toute chose. Si nous ne reconnaissons pas ce pouvoir fondamental, nous cherchons la richesse dans les effets plutôt que dans la cause. Pour Atkinson, l'imagination est l'atelier de l'invisible. C'est dans cet espace sacré que l'homme est le plus proche de la divinité créatrice. Ce n'est pas une faculté de rêverie passive, mais un pouvoir actif de construction mentale. L'imagination est l'outil par excellence pour donner forme au désir pur que nous avons cultivé. Si le désir est la flamme, l'imagination est le fourneau qui concentre cette chaleur et lui permet de forger la réalité. Dans cet atelier, nous visualisons nos objectifs avec une clarté absolue, nous les ressentons comme déjà accomplis, nous explorons les différentes facettes de leur manifestation. Cela va bien au-delà de la simple pensée positive. C'est une visualisation constructive et émotionnellement chargée où l'on utilise chaque sens pour rendre le concept aussi réel que possible dans son esprit. Par exemple, si un entrepreneur sénégalais désire construire une usine de transformation alimentaire pour valoriser les produits locaux, son imagination n'est pas passive. Il visualise l'usine, les machines en marche, les employés au travail, les produits finis sur les étagères, la satisfaction des clients. Il sent le succès, entend le bruit des machines, voit la prospérité. C'est cette immersion imaginative qui rend l'idée vivante et lui donne l'énergie nécessaire pour se manifester. Atkinson affirme avec force « Ce que vous tenez en esprit se manifeste en réalité. C'est une loi universelle, aussi immuable que la loi de la gravité. Ce n'est pas une opinion, c'est un principe cosmique. L'esprit humain est un champ magnétique, et les pensées que nous y entretenons sont les graines que nous y plantons. Si nous y plantons des graines de pauvreté, de manque, de peur, de limitation, nous récolterons ces fruits. Si nous y plantons des graines de richesse, d'abondance, de succès, de contribution, alors ces réalités germeront et se développeront. C'est une question de culture. Un agriculteur ne peut pas planter du maïs et espérer récolter du mil. De même, nous ne pouvons pas entretenir des pensées de pénurie et espérer la prospérité. L'auteur souligne que la plupart des gens sont inconscients de ce pouvoir.
Ils laissent leur esprit vagabonder sans direction, s'attardant sur les soucis, les critiques, les nouvelles négatives. Et ils s'étonnent ensuite que leur vie soit le reflet de ce chaos mental. La discipline d'Atkinson ne consiste pas à réprimer les pensées négatives, mais à les remplacer délibérément par des pensées constructives et alignées avec notre désir. C'est une vigilance mentale constante, un choix conscient de ce que nous permettons à notre esprit de cultiver. Pour cultiver cet esprit jardin, Atkinson suggère plusieurs pratiques. La clarté de l'objectif est primordiale. Comment l'esprit peut-il créer ce qu'il ne peut pas définir ? Il faut peindre l'image de sa richesse désirée avec les détails les plus précis. Est-ce une certaine somme d'argent ? Pour quel usage ? Quel mode de vie cela soutiendra-t-il ? Quelle contribution cela permettra-t-il de faire ? Plus l'image est nette, plus l'esprit a une direction claire pour travailler. Ensuite vient la persistance de la pensée. Il ne suffit pas de penser à la richesse une fois par semaine. Les pensées dominantes sont celles qui se manifestent. Il faut donc nourrir régulièrement cette graine de richesse dans l'esprit. Cela peut se faire par la méditation, la visualisation quotidienne, l'affirmation positive, la lecture inspirante. L'important est de maintenir un flot constant de pensées alignées avec le désir purifié. C'est comme arroser une graine chaque jour. Sans eau régulière, elle ne poussera pas. Atkinson met également en garde contre le doute et la peur, qu'il considère comme les mauvaises herbes qui étouffent la graine de richesse. Le doute est une pensée négative puissante qui neutralise l'énergie du désir. La peur paralyse l'action et maintient l'esprit dans un état de contraction. Pour que la graine germe, le champ mental doit être nettoyé de ses influences destructrices. Cela demande de la discipline pour reconnaître ses pensées et de la volonté pour les remplacer activement par la foi et la confiance. Finalement, la compréhension que l'esprit est une graine de richesse est une invitation à reprendre le pouvoir sur notre propre destinée. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances extérieures, mais les jardiniers de notre propre réalité. Chaque pensée que nous entretenons, chaque image que nous visualisons, chaque conviction que nous portons, est une semence qui contient le potentiel de se manifester. La richesse véritable, durable et satisfaisante ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est le reflet et la conséquence d'un esprit bien cultivé, imprégné du désir pur et de la conviction inébranlable en sa propre capacité à créer. C'est en devenant conscient de cette vérité et en agissant en conséquence que nous débloquons les trésors illimités de notre propre potentiel. Leçon 3. La loi du magnétisme mental. Après avoir établi que le désir pur est la flamme initiale et que l'esprit est le champ fertile où la graine de richesse est semée, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous conduit au cœur du processus de manifestation, la loi du magnétisme mental. C'est ici que la théorie rencontre la pratique, et que la compréhension de notre pouvoir intérieur commence à se traduire par des résultats concrets. Pour Atkinson, cette loi n'est pas une simple curiosité philosophique, mais un principe universel aussi immuable que la loi de la gravité, opérant constamment, que nous en soyons conscients ou non. Atkinson explique la loi du magnétisme mental, ce que beaucoup connaissent aujourd'hui sous le nom de loi d'attraction, avec une profondeur qui dépasse souvent les interprétations superficielles. Il ne s'agit pas de souhaiter passivement quelque chose et d'attendre que cela tombe du ciel. Non, c'est un processus dynamique où nos pensées et nos émotions agissent comme des émetteurs et des récepteurs vibratoires. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous ressentons émet une vibration spécifique dans l'univers. Ces vibrations, à leur tour, attirent des vibrations similaires. En termes simples, nous attirons à nous ce à quoi nous accordons notre attention et notre énergie émotionnelle dominante. Le cœur de cette loi réside dans la compréhension que l'univers est une vaste mer d'énergie. Nos esprits ne sont pas isolés, ils sont connectés à ce champ universel. Lorsque nous concentrons nos pensées sur un désir purifié, chargé d'une émotion intense et d'une foi inébranlable, nous créons un puissant aimant mental. Ce n'est pas de la magie, mais la science des vibrations. Si votre esprit est rempli de gratitude pour l'abondance présente et future, vous attirerez plus de raisons d'être reconnaissant. Si votre esprit est dominé par la peur du manque, vous manifesterez davantage de situations de manque. C'est pourquoi Atkinson insiste tant sur la maîtrise de la pensée.
Elle est la clé de voûte de notre pouvoir magnétique. Pour que cette loi opère efficacement, Atkinson présente un triangle magique, le désir, la foi et l'action. Ces trois éléments ne sont pas séparés. Ils sont intrinsèquement liés et doivent travailler en synergie pour activer le plein potentiel de la loi du magnétisme mental. Le premier côté de ce triangle est le désir, que nous avons exploré en profondeur dans le chapitre précédent. Il ne s'agit pas d'une convoitise matérielle, mais de cette flamme divine, cette aspiration pure qui émerge de notre être profond. Ce désir doit être clair, précis et chargé d'une intention positive. Sans un désir ardent, il n'y a pas d'énergie à magnétiser. C'est le point de départ, l'étincelle initiale. Le deuxième côté est la foi. Pour Atkinson, la foi n'est pas une croyance religieuse aveugle, mais une conviction inébranlable dans la réalisation de son désir avant même que celui-ci ne se manifeste physiquement. C'est la certitude que ce que l'on désire existe déjà dans le royaume de l'invisible et qu'il est en chemin vers nous. Cette foi doit être totale, dénuée de doute. Le doute est l'antithèse de la foi. Il envoie des vibrations contradictoires qui annulent le magnétisme du désir. Avoir foi, c'est agir, parler et penser comme si l'objectif était déjà atteint. Pour quelqu'un qui désire la richesse, cela signifie entretenir des pensées d'abondance, même lorsque les circonstances actuelles ne la reflètent pas. C'est une discipline mentale qui maintient l'esprit aligné sur la fréquence de la prospérité. Le troisième côté, souvent négligé dans les discussions sur la loi d'attraction, est l'action. Atkinson est très clair. Le magnétisme mental ne dispense pas de l'effort physique et de l'initiative. La pensée attire les opportunités, les idées, les personnes et les ressources, mais c'est l'action qui les concrétise. La foi, sans les œuvres, est morte. L'action dont parle Atkinson n'est pas une agitation frénétique, mais une action inspirée, guidée par l'intuition et alignée avec le désir et la foi. C'est agir au bon moment, saisir les opportunités qui se présentent, faire les pas nécessaires avec confiance et détermination. Si un écrivain désire publier un best-seller, sa foi doit être inébranlable dans le succès de son livre, son désir doit être pur de partager son message, mais il doit aussi écrire le livre, le réviser, le soumettre et le promouvoir. L'action est la passerelle entre l'invisible et le visible. Le pouvoir de l'attention soutenue est ce qui active et maintient ce triangle magique en vibration. Atkinson insiste sur le fait que la concentration est la clé de voûte du magnétisme mental. C'est en maintenant notre attention, avec persistance et sans distraction, sur notre désir purifié et sur la foi en sa manifestation, que nous amplifions notre pouvoir d'attraction. Une attention dispersée ou changeante envoie des signaux confus à l'univers. Une attention focalisée, en revanche, est comme un rayon laser qui creuse son chemin à travers les résistances et attire précisément ce qui est désiré. Pour un jeune entrepreneur au Sénégal qui rêve de créer une entreprise qui impacte positivement sa communauté, la loi du magnétisme mental est un puissant allié. Son désir pur n'est pas juste de gagner de l'argent, mais de résoudre un problème social. Accès à l'eau potable, éducation, énergie propre. Sa foi est inébranlable dans le succès de son projet, même face aux défis initiaux. Et son action est constante. Il travaille sur son plan d'affaires, recherche des partenaires, développe des prototypes. Sa concentration est maintenue sur cette vision, et petit à petit, il attire les bonnes personnes, les ressources nécessaires et les opportunités qui concrétisent son rêve. Atkinson met également en garde contre la pensée négative et la peur qui sont les plus grands saboteurs du magnétisme mental. Chaque fois que nous nous laissons aller au doute, à l'inquiétude ou à l'anticipation du pire, nous envoyons des vibrations de manque qui attirent davantage de manque. Le défi n'est pas d'éradiquer ces pensées, car elles font partie de l'expérience humaine, mais de développer la discipline mentale pour ne pas s'y attarder et de les remplacer activement par des pensées de confiance et d'abondance. C'est un exercice continu de réalignement. En somme, la loi du magnétisme mental, telle que l'a décrit William Walker Atkinson, est une force puissante et impartiale. Elle fonctionne pour tout le monde, qu'on y croit ou non. La clé pour l'utiliser consciemment pour attirer la richesse réside dans la parfaite harmonie entre un désir pur et ardent,
une foi inébranlable en sa manifestation, et une action inspirée et opportune, le tout soutenu par un pouvoir de l'attention soutenu et discipliné. En comprenant et en appliquant ce triangle magique, l'individu ne se contente plus de désirer la richesse. Il devient littéralement un aimant pour elle, attirant à lui les circonstances, les ressources et les opportunités nécessaires pour manifester l'abondance qu'il a d'abord cultivée dans son esprit. C'est une invitation à devenir un maître de sa propre réalité, en accord avec les lois universelles. Leçon 4. La volonté dirigée, levier de transformation. Après avoir saisi la nature du désir pur et compris le fonctionnement du magnétisme mental, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous confronte à l'élément qui transforme l'intention en impulsion concrète, la volonté. Loin d'être une simple force brute, la volonté, telle qu'il la dépeint, est une force de condensation, une capacité à focaliser et à solidifier l'énergie mentale pour qu'elle puisse agir sur le monde. Elle est le levier par lequel l'homme ne se contente plus de désirer ou d'attirer passivement, mais agit de manière décisive pour façonner sa réalité. Atkinson explique que la volonté est la fonction de l'esprit qui permet de prendre une décision et de s'y tenir. C'est le pouvoir de dire oui à son désir pur et non à tout ce qui pourrait le contredire ou le disperser. Si le désir est la graine et l'imagination le champ, la volonté est l'acte de planter la graine et de la protéger, en veillant à ce qu'elle reçoive toute l'énergie nécessaire pour germer. Sans une volonté dirigée, même le désir le plus ardent et la foi la plus profonde risquent de rester dans le domaine de la potentialité non manifestée. C'est la volonté qui donne de la substance à l'invisible. Le concept de la volonté comme force de condensation est central. Pensez à la vapeur d'eau. Diffuse, elle est insaisissable. Mais lorsqu'elle est condensée, elle se transforme en liquide, puis en solide, acquérant une forme et un pouvoir. Nos pensées et nos désirs fonctionnent de manière similaire. Ils sont éthérés, tant qu'ils ne sont pas concentrés et solidifiés par l'acte de volonté. La volonté condense l'énergie mentale dispersée en une force focalisée, capable d'influencer les actions et les circonstances. C'est le pouvoir de la focalisation intentionnelle qui permet de rassembler toutes ces ressources internes pour les diriger vers un point unique. Atkinson nous enseigne qu'il est crucial d'orienter sa volonté sans forcer. Paradoxalement, la volonté n'est pas une lutte constante contre soi-même. Une volonté qui est perçue comme un fardeau ou une contrainte excessive crée des résistances internes et s'épuise rapidement. La véritable force de la volonté réside dans sa fluidité et son alignement avec le désir pur. C'est comme le courant d'une rivière. Il ne force pas son passage, mais il s'écoule avec une puissance douce et inéluctable dans la direction la plus propice. Orientée sans forcing, la volonté devient une alliée, non une tyrannie. Cela implique de faire des choix conscients et délibérés, mais sans générer de tensions inutiles ou d'autocritique excessive en cas de déviation. L'important est de ramener gentiment, mais fermement, son attention et son énergie vers l'objectif. La persistance douce mais invincible est la marque d'une volonté bien dirigée. Il ne s'agit pas d'un coup de marteau isolé, mais d'une série de petites frappes régulières et continues qui finissent par briser la roche la plus dure. C'est cette persévérance tranquille, cette détermination inébranlable malgré les revers et les doutes, qui distingue ceux qui réalisent leurs désirs de ceux qui abandonnent en chemin. L'homme qui désire la richesse ne se décourage pas face à une opportunité manquée ou un échec initial. Sa volonté le pousse à apprendre de l'expérience, à s'adapter et à continuer d'avancer, un pas après l'autre, avec la certitude que son but sera atteint. Dans un contexte moderne, pensons à un innovateur technologique qui développe une application mobile pour l'agriculture locale. Son désir de créer une solution utile est pur. Sa foi dans le succès est inébranlable. Mais c'est sa volonté dirigée qui le pousse à travailler tard le soir, à résoudre des problèmes de codage complexes, à persister malgré les bugs et les retours négatifs. Il ne force pas chaque ligne de code avec tension, mais il maintient son objectif en vue avec une détermination calme. Chaque itération, chaque amélioration de l'application est le fruit de cette persistance douce mais invincible de sa volonté. Il sait que la somme de ces petits efforts concentrés finira par donner un produit final abouti et performant.
Atkinson nous enseigne que la volonté est intrinsèquement liée à l'attention. Nous exerçons notre volonté chaque fois que nous choisissons de nous concentrer sur quelque chose, en excluant le reste. C'est un acte de choix conscient et répété. Pour renforcer sa volonté, il faut donc pratiquer la concentration. Plus nous sommes capables de maintenir notre attention sur un désir ou une tâche, plus notre volonté se fortifie. Inversement, une volonté faible est le signe d'une attention dispersée, incapable de se fixer durablement sur un point. Il y a une synergie constante entre les deux. La concentration renforce la volonté et une volonté forte permet une meilleure concentration. L'auteur met également en lumière l'importance de la décision. La volonté se manifeste par la capacité à prendre des décisions claires et définitives. L'indécision est le poison de la volonté. Tant que l'on hésite, l'énergie reste bloquée, incapable de se condenser. La volonté nous pousse à trancher, à choisir une direction et à nous y engager pleinement. Une fois la décision prise, l'énergie se libère et se dirige vers l'action. Cela ne signifie pas que toutes les décisions doivent être prises rapidement, mais qu'une fois le temps de réflexion écoulé, la volonté doit intervenir pour sceller le choix et passer à l'exécution. Enfin, la volonté dirigée est le levier qui nous permet de surmonter les résistances internes et externes. Les doutes, les peurs, la procrastination, les critiques des autres, tous ces éléments sont des forces qui tentent de nous détourner de notre chemin. La volonté est le bouclier qui nous protège et la force qui nous pousse à traverser ces obstacles. Elle nous rappelle que le pouvoir ultime réside en nous et non dans les circonstances extérieures. C'est un acte de souveraineté personnelle, affirmant notre droit de créer notre propre réalité. C'est en cultivant cette volonté douce mais inébranlable que l'homme qui désirait la richesse passe du stade de simple aspiration à celui de manifestation concrète, transformant son monde intérieur en réalité extérieure. Leçon 5. La richesse commence par l'équilibre intérieur. Ayant exploré la nature du désir pur, le magnétisme mental et la puissance de la volonté dirigée, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous amène à une vérité fondamentale et souvent négligée dans la quête de l'abondance. La richesse extérieure est le reflet direct de notre richesse intérieure. Il insiste sur l'importance cruciale de l'harmonie mentale, émotionnelle et physique, affirmant qu'être riche dans son âme est le prérequis indispensable pour attirer et maintenir la richesse matérielle. Le calme mental n'est pas un luxe, mais un puissant catalyseur de toute forme de prospérité. Atkinson postule que l'univers opère sur des principes d'harmonie et d'équilibre. Si notre monde intérieur est discordant, chaotique ou déséquilibré, il ne peut attirer que des manifestations désordonnées. La richesse, pour être durable et satisfaisante, doit s'enraciner dans un état d'être stable et serein. Imaginez un orchestre. Si chaque instrument joue sa propre partition sans écouter les autres, le résultat est cacophonique. Mais lorsque chaque instrument est en accord et en harmonie, la musique est magnifique. De même, lorsque nos différentes facultés, pensée, émotion, corps, sont en équilibre, elles créent une symphonie intérieure qui résonne avec l'abondance universelle. L'harmonie mentale est le premier pilier. Cela implique de maîtriser le flot incessant de pensées, de les diriger consciemment et de les purifier de la peur, du doute et de la négativité. Un esprit envahi par l'anxiété, la rumination ou la critique ne peut être fertile. Atkinson nous encourage à cultiver un état d'esprit positif et constructif, à nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et à maintenir une vision claire de notre désir. C'est un exercice de vigilance constante. Chaque fois qu'une pensée discordante surgit, nous avons le pouvoir de la reconnaître et de la remplacer délibérément par une pensée d'alignement et de confiance. Ce nettoyage mental crée l'espace nécessaire pour que les idées créatives et les intuitions se manifestent. L'équilibre émotionnel est le deuxième pilier. Les émotions sont de puissantes énergies. Si elles sont laissées à elles-mêmes, elles peuvent nous emporter dans des montagnes russes de hauts et de bas, sapant notre pouvoir d'attraction. La maîtrise émotionnelle, selon Atkinson, ne signifie pas la suppression des émotions, mais la capacité de les observer, de les comprendre et de les diriger. La gratitude, la joie, l'enthousiasme, la paix, ce sont des émotions de haute fréquence qui attirent l'abondance. La peur, la colère, l'envie, la frustration, ce sont des émotions de basse fréquence qui repoussent à la richesse.
Cultiver des émotions positives de manière intentionnelle, en pratiquant la gratitude quotidienne ou en se remémorant des moments de joie, renforce notre champ magnétique et nous aligne avec la prospérité. L'harmonie physique complète ce triptyque. Notre corps est le temple de notre esprit et de nos émotions. Négliger sa santé physique, c'est introduire une dissonance dans notre système global. Un corps fatigué, mal nourri ou stressé peut drainer notre énergie mentale et émotionnelle, rendant la concentration et la volonté plus difficiles à maintenir. Atkinson, bien que son époque ait eu des connaissances limitées en physiologie par rapport à aujourd'hui, comprend intuitivement que l'énergie vitale doit circuler librement pour soutenir les efforts de l'esprit. Une alimentation saine, un repos suffisant et une activité physique modérée sont donc des composantes essentielles de l'équilibre intérieur, car elles maintiennent la vitalité nécessaire à la manifestation. L'idée centrale est qu'être riche dans son âme est le point de départ pour attirer la richesse extérieure. La richesse matérielle, pour Atkinson, est une conséquence, un effet d'une cause intérieure. Si l'on poursuit uniquement l'argent sans cultiver l'harmonie interne, même si l'argent est acquis, il ne procurera pas de satisfaction durable et risque de s'en aller aussi vite qu'il est venu. La vraie richesse est une abondance qui résonne avec notre être profond. C'est pourquoi, avant même de penser aux chiffres sur un compte en banque, il faut s'assurer que notre esprit est riche de pensées positives, notre cœur riche d'émotions élevées et notre corps riche de vitalité. Le calme mental est présenté comme le catalyseur ultime de cet équilibre. Dans le silence de l'esprit, nous devenons réceptifs aux intuitions, aux idées inspirées qui nous guident vers les actions justes. Un esprit agité est comme une surface d'eau turbulente qui ne peut refléter clairement la lumière. Mais un esprit calme est comme un lac tranquille, capable de refléter parfaitement les étoiles et la helle lune. C'est dans ce calme que nous pouvons écouter la voix silencieuse de l'univers, recevoir les directives pour notre chemin vers la richesse. Des pratiques comme la méditation, la pleine conscience ou simplement des moments de solitude tranquille, sans stimulation externe, sont des outils puissants pour cultiver ce calme. Dans le contexte actuel du Sénégal, où l'entrepreneuriat est en pleine effervescence et où les jeunes talents cherchent à bâtir leur avenir, ce principe d'Atkinson est d'une importance capitale. Un entrepreneur qui est constamment stressé, dont l'esprit est envahi par les doutes financiers et qui néglige son bien-être physique, épuisera rapidement ses ressources internes. Il risque de prendre de mauvaises décisions, d'attirer des situations complexes et de saboter ses propres efforts. En revanche, un entrepreneur qui cultive son calme mental, qui gère ses émotions avec sagesse et qui prend soin de son corps, abordera les défis avec clarté, résilience et une énergie renouvelée, attirant plus facilement les opportunités et les collaborations fructueuses. En somme, la richesse n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais un état à incarner. William Walker Atkinson nous rappelle que la véritable prospérité commence à l'intérieur, en cultivant une harmonie profonde entre nos pensées, nos émotions et notre corps. Nous créons un alignement vibratoire qui résonne avec l'abondance de l'univers. Le calme mental n'est pas un luxe, mais un outil stratégique pour accéder à l'intuition et à la clarté. C'est en devenant riche de l'intérieur que nous devenons un aimant irrésistible pour la richesse extérieure, la manifestant non pas par la force ou la lutte, mais par la puissance tranquille de notre être équilibré. Leçon 6. L'action juste au bon moment. Ayant exploré la puissance du désir pur, le magnétisme mental, la volonté dirigée et l'équilibre intérieur comme fondement de la richesse, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse, nous confronte à un aspect crucial et souvent mal compris du processus de manifestation, l'action. Pour lui, il ne suffit pas de penser positivement, de désirer ardemment ou d'avoir foi. Il faut aussi savoir agir sans précipitation, mais sans procrastination, écouter les intuitions et saisir les opportunités. C'est dans cette synchronicité entre l'intention intérieure et le mouvement extérieur que la richesse se manifeste pleinement. Atkinson met en garde contre deux écueils majeurs dans la quête de l'abondance, la précipitation fébrile et la procrastination paralysante. La précipitation est le fruit d'une impatience, d'un manque de foi dans le processus. Elle mène à des actions désordonnées, non alignées, souvent basées sur la peur du manque plutôt que sur la confiance.
Une action précipitée peut gaspiller de l'énergie, épuiser les ressources et même repousser la richesse. C'est comme vouloir cueillir un fruit avant qu'il ne soit mûr, il sera aigre et immangeable. Atkinson nous rappelle que le cosmos a son propre rythme et que vouloir forcer les choses avant leur temps est contre-productif. À l'opposé, la procrastination est le signe d'un manque de confiance, d'une volonté non dirigée ou d'une peur de l'action. On peut avoir le désir le plus pur et la foi la plus profonde. Si l'on ne fait jamais le premier pas, ou si l'on repousse constamment ce qui doit être fait, le désir restera stérile. La procrastination est une forme d'inertie qui bloque le flux du magnétisme mental. C'est comme avoir un moteur puissant, mais refuser de mettre la voiture en marche. Atkinson est clair, la richesse ne vient pas à l'individu inactif qui se contente de rêver. La clé réside donc dans l'action, juste au bon moment. Mais comment reconnaître ce moment? C'est là que l'écoute des intuitions entre en jeu. Atkinson explique que lorsque notre esprit est en équilibre, lorsque notre désir est pur et notre foi inébranlable, l'univers nous envoie des signaux, des murmures ou des pulsions intérieures. Ce sont des idées soudaines, des coïncidences significatives, des opportunités qui semblent apparaître par hasard. Ces intuitions sont les directives de l'intelligence universelle, nous guidant vers les actions les plus efficaces et alignées avec notre but. Écouter ces intuitions demande de la sensibilité et de la confiance en soi. Cela signifie prêter attention à ce sentiment intérieur, à cette petite voix qui nous pousse dans une direction particulière, même si elle ne semble pas logique à première vue. Dans notre monde rationnel, nous avons souvent tendance à ignorer ces signaux subtils au profit de l'analyse purement logique. Atkinson nous encourage à développer cette intuition éclairée qui est le pont entre le plan invisible des pensées et le plan visible de l'action. Le corollaire de l'écoute des intuitions est la capacité de saisir les opportunités. Les opportunités ne se présentent pas toujours sous la forme de grandes portes ouvertes et évidentes. Elles peuvent être déguisées en défis, en rencontres inattendues ou en idées qui semblent insignifiantes au premier abord. Un esprit concentré et intuitif, en alignement avec son désir pur, est capable de reconnaître ces opportunités là où d'autres ne verraient que des coïncidences ou des problèmes. C'est cette acuité de perception qui permet de transformer le potentiel en réalité. Atkinson met en évidence le phénomène de la synchronicité au service de la richesse. Lorsque l'on est aligné avec son désir, sa foi et sa volonté, des événements significatifs et apparemment sans lien commencent à se produire de manière coordonnée. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les ressources nécessaires se manifestent de façon inattendue, les portes s'ouvrent là où elles étaient fermées. Ce n'est pas de la chance, mais le fonctionnement de la loi du magnétisme mental. Nos actions, guidées par l'intuition, interagissent avec le champ d'énergie universel pour créer des circonstances favorables. C'est comme si l'univers conspirait pour aider l'individu focalisé. Cependant, Atkinson insiste sur le fait que l'action doit être menée avec un détachement du résultat. On fait ce qui est nécessaire, on plante la graine, mais on ne s'attache pas de manière compulsive à la manière dont le fruit va mûrir. La foi implique de faire sa part et de laisser l'univers faire la sienne. Agir avec précipitation ou avec une anxiété excessive quant au résultat final peut créer de la résistance et perturber le flux du magnétisme. Il s'agit d'une action inspirée et joyeuse, non d'une action dictée par le désespoir. En résumé, l'action juste au bon moment est la pierre angulaire qui relie le monde intérieur de la pensée à la réalité extérieure de la manifestation. William Walker Atkinson nous enseigne que la richesse ne se matérialise pas sans mouvement, mais ce mouvement doit être aligné, intuitif et synchronisé. En évitant les pièges de la précipitation et de la procrastination, en affinant notre capacité à écouter les murmures de l'intuition et à saisir les opportunités qui se présentent, nous activons la synchronicité de l'univers. C'est cette danse harmonieuse entre l'intention intérieure et l'action extérieure, menée avec une confiance calme, qui permet à l'homme ou la femme de manifester l'abondance désirée, faisant de chaque pas un jalon vers la richesse véritable. Leçon 7. Servir pour recevoir. Après avoir parcouru les dimensions intérieures de la richesse, du désir à la volonté, en passant par l'équilibre et l'action juste, William Walker Atkinson, dans L'homme qui désirait la richesse,
nous conduit à une vérité fondamentale qui inverse la logique communément admise. La richesse véritable et durable ne s'acquiert pas en prenant, mais en servant. Il postule que la richesse est intrinsèquement liée à la contribution que l'on apporte et qu'être une source pour les autres est la voie la plus rapide et la plus sûre vers l'abondance. Pour Atkinson, le service n'est pas un sacrifice, mais une loi cosmique de l'échange qui garantit la prospérité. L'auteur défie la notion restrictive de la richesse comme simple accumulation de biens matériels pour son propre bénéfice. Il explique que cette approche égoïste est limitée et ne peut générer qu'une forme d'abondance instable et insatisfaisante. La vraie richesse, celle qui est en harmonie avec les lois universelles, est le résultat direct du service rendu. C'est un principe d'action et de réaction. Ce que vous donnez à l'univers vous revient, souvent multiplié. Le service est la monnaie d'échange la plus puissante dans le grand marché de la vie. Atkinson met en lumière l'idée que la richesse est une mesure de la valeur que l'on apporte au monde. Plus vous résolvez de problèmes pour autrui, plus vous répondez à des besoins, plus vous améliorez la vie des êtres, plus grande sera la richesse qui vous reviendra. Un entrepreneur, par exemple, ne devient pas riche en accumulant de l'argent de manière isolée, mais en créant un produit ou un service qui résout un problème pour des milliers, voire des millions de personnes. La richesse qu'il reçoit est le reflet de la valeur et du service qu'il a distribué. Cette notion de service est profonde. Il ne s'agit pas de faire de la charité, bien que cela soit noble en soi, mais de s'engager dans une activité qui est intrinsèquement bénéfique pour autrui. Que ce soit en tant qu'artiste qui élève l'âme, un scientifique qui découvre un remède, un artisan qui fabrique des objets durables, un enseignant qui éclaire les esprits, ou un créateur qui génère de l'emploi et des solutions, chaque acte de service authentique crée un flux d'énergie qui attire la richesse. L'univers n'est pas une entité qui donne au hasard, il répond à la vibration du don et de la contribution. Pour Atkinson, être une source pour les autres est une manifestation de l'abondance intérieure. Quand on se perçoit comme une source capable d'offrir, de contribuer, de créer de la valeur, on se met en alignement avec l'énergie d'abondance. Si l'on ne se voit que comme quelqu'un qui prend ou qui manque, alors on limite le flux de la richesse. Cultiver une mentalité de don, même si l'on ne possède pas encore de grandes richesses matérielles, est le premier pas. Cela peut se manifester par le partage de ses connaissances, de son temps, de son énergie, ou même simplement de sa bonne humeur. Chaque fois que l'on est une source de valeur pour quelqu'un d'autre, on active la loi de l'échange et on se prépare à recevoir. Le service comme voie rapide vers l'abondance est un concept paradoxal pour beaucoup, qui pensent que la rapidité vient de la compétition féroce. Atkinson renverse cette idée. Il explique que lorsque l'on se concentre sur le service, l'ego est mis de côté et on s'aligne avec le courant universel d'énergie créatrice. Cette dévotion à la contribution élimine les résistances internes, peur, avidité, et ouvre la voie à un flux plus direct de prospérité. C'est une stratégie gagnant-gagnant. En aidant les autres à obtenir ce qu'ils désirent, on reçoit en retour ce que l'on désire. C'est le principe de la réciprocité universelle. Prenons l'exemple d'une personne qui désire la richesse. Si son désir est purement égoïste, il pourrait chercher à vendre un produit de mauvaise qualité à un prix élevé pour un profit rapide. Il pourrait réussir à court terme, mais cette richesse ne sera pas durable car elle n'est pas basée sur le service. En revanche, si cette personne se concentre sur la création d'un produit ou d'un service de haute qualité qui répond vraiment aux besoins, qui apporte une valeur réelle, elle activera un flux de richesse beaucoup plus grand et plus constant. La satisfaction des bénéficiaires, le bouche-à-oreille positif, la réputation, tout cela est le fruit d'un service authentique et attire l'abondance. Atkinson souligne également que le service ne doit pas être vu comme une contrainte ou une obligation, mais comme une expression joyeuse de son être. Lorsque l'on trouve la manière de servir qui est en alignement avec ses talents, ses passions et son désir pur, l'activité ne semble plus être un labeur, mais une source de profonde satisfaction. C'est dans cette joie du service que l'énergie est la plus puissante et la plus attractive. Ce chapitre est un puissant rappel à l'interconnexion. Nous ne sommes pas des entités isolées cherchant à accumuler, nous faisons partie d'un vaste réseau d'échanges et de contributions.
La richesse n'est pas un trésor caché que l'on doit découvrir et garder jalousement. C'est un flux qui doit circuler. Plus nous permettons à cette énergie de valeur de s'écouler à travers nous vers les autres, plus l'univers nous envoie en retour. C'est la loi de la circulation de l'abondance. En somme, servir pour recevoir est la conclusion logique de la philosophie de la richesse selon William Walker Atkinson. Il nous enseigne que la véritable richesse ne s'acquiert pas par la convoitise ou la compétition, mais par la contribution authentique et désintéressée. En étant une source de valeur pour les autres, en offrant un service qui répond à leurs besoins et qui nourrit leur vie, nous activons une loi universelle qui garantit notre propre abondance. C'est en cultivant une mentalité de don et de contribution que nous nous alignons avec le flux infini de la prospérité, faisant du service non seulement un chemin vers la richesse, mais aussi une expression de notre nature la plus élevée. Nous achevons notre voyage au cœur de L'homme qui désirait la richesse de William Walker Atkinson, et avec lui, nous avons redéfini ce que signifie véritablement l'abondance. Loin des notions conventionnelles d'accumulation matérielle pour l'accumulation elle-même, Atkinson nous a guidés vers une compréhension plus profonde, plus spirituelle et intrinsèquement alignée avec les lois universelles. Nous avons appris que le désir n'est pas une convoitise honteuse, mais une flamme divine. Une énergie créatrice pure qui, lorsqu'elle est canalisée, devient le moteur de toute manifestation. Notre esprit a été révélé comme un jardin fertile, une graine de richesse où les pensées cultivées avec intention prennent racine et se transforment en réalité. Nous avons plongé dans la loi du magnétisme mental, comprenant que notre monde intérieur, nos désirs, notre foi et notre action inspirée est un aimant puissant qui attire des circonstances et des opportunités similaires. L'importance de la volonté dirigée s'est imposée comme le levier de transformation, une force douce mais invincible qui condense l'énergie mentale en actions concrètes et maintient le cap malgré les défis. Plus encore, Atkinson nous a montré que la richesse véritable et durable commence par un équilibre intérieur profond, une harmonie entre le mental, l'émotionnel et le physique, où le calme devient un catalyseur pour l'abondance. Cette paix intérieure est le socle sur lequel repose l'action juste, cette capacité à agir au bon moment, guidée par l'intuition et la synchronicité, sans précipitation ni procrastination. Enfin, nous avons embrassé la vérité paradoxale selon laquelle la richesse n'est pas seulement reçue, mais qu'elle est intimement liée au service. En devenant une source de valeur et de contribution pour les autres, nous activons un flux de prospérité qui nous revient multiplié. Le désir noble n'est jamais honteux, car il est le moteur d'une contribution positive au monde, d'une expansion qui bénéficie à tous. En somme, William Walker Atkinson nous invite à une métamorphose. Il nous exhorte à devenir l'homme ou la femme, qui n'attire pas la richesse par la force brute, la lutte incessante ou la simple accumulation, mais par ce qu'il est profondément. Il s'agit de cultiver son être intérieur, ses pensées, ses émotions, ses intentions, pour qu'il résonne avec l'abondance de l'univers. Si la richesse vous appelle, ne la cherchez plus seulement à l'extérieur. Regardez en vous. Nourrissez ce désir pur, cultivez votre esprit, renforcez votre foi. Agissez avec sagesse et servez avec cœur. Car au bout du compte, comme le suggère Atkinson, la richesse n'est peut-être qu'un reflet fidèle de votre propre lumière intérieure, prête à briller pour le bien de tous.